Merci d'être avec nous pour Dimanche en politique. Invité ce midi, François Fillon, ancien Premier ministre, député de Paris et candidat à la primaire de droite. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. 7 candidats sont sur les rangs. Les sondages vous placent dans le dernier carré, asseyez-vous, je vous en prie. Mais pour l'instant, c'est Alain Juppé et Nicolas Sarkozy qui dominent. Vous pariez sur le fait que les Français veulent la rupture, qu'ils sont capables d'admettre qu'il faut faire des sacrifices pour redresser la France. La rupture, donc quand vous dites ça, vous êtes plus proche de Nicolas Sarkozy que d'Alain Juppé. Je suis aussi éloigné de l'un et de l'autre parce que je ne dis pas qu'il faut une rupture pour convaincre les Français, il faut une rupture pour sauver le pays, il faut une rupture pour le redresser, il faut une rupture pour arrêter cette chute qui malheureusement est enclenchée depuis longtemps et qui conduit à 6 millions de chômeurs, à 2 millions de jeunes qui sont exclus, à la pauvreté qui augmente. Voilà, on est dans un pays qui souffre. Donc vous n'êtes ni plus proche de l'un, ni plus proche de l'autre. Je pense tout autant éloigné. Je pense que l'un propose un programme qui est une sorte de retour en arrière. C'est qui ? C'est le président Sarkozy qui veut, en gros, refaire ce qu'on a fait en 2007. Il y avait des choses intelligentes qui allaient dans le bon sens, mais qui sont, à mon avis, absolument pas à la hauteur de la difficultés que notre pays rencontre, et Alain Juppé qui considère qu'on a le temps, que la France est un pays fragile, qu'il faut faire les choses doucement. Je comprends son raisonnement, mais je pense que c'est un raisonnement qui ne permettra pas le redressement du pays. On va commencer par 2 images de la semaine. Ça a été la réouverture de l'imprimerie de Dammartin en Gouel, inaugurée par François Hollande, et puis la réouverture ce matin de l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray, 2 sites emblématiques des attentats qui ont touché la France. Le quinquennat de François Hollande est marqué par ces attentats, évidemment imprévisibles. Est-ce que vous diriez que de ce point de vue, pour faire simple, il fait bien le travail ? Non, pas du tout. Il a échoué, mais pas seulement lui. Je pense que pour le moment, il n'y a pas une prise de conscience des responsables politiques français et européens suffisamment sérieuse de la gravité, de la menace qui pèse sur le monde avec ce que j'appelle dans le livve que je viens de publier, le totalitarisme islamique. Mais sauf qu'il est là, François Hollande, il est auprès des Français. Oui, bien sûr. Enfin, ça, la compassion, c'est un mode de gouvernement. C'est d'ailleurs devenu un mode de gouvernement. C'est d'ailleurs pour ça que je parle aussi de ce que j'appelle la présidence de faits divers. C'est-à-dire, on pense que s'exprimer tous les jours, avoir des attitudes positives, ça suffit pour gouverner un pays. Mais c'est pas de ça qu'on a besoin. Justement. Ce qu'on a besoin, c'est d'un homme d'État courageux, qui prenne des décisions et qui ait une vision de long terme. Alors justement, dans ce livre dont vous parliez, Vaincre, le totalitarisme islamique, vous n'aviez pas parlé de ça jusqu'à maintenant. Si, ça fait un moment que je parle de totalitarisme islamique. Sauf que vous dites que vous avez attendu, pour écrire ce livre, l'attentat de Nice. Pourquoi avoir attendu cet attentat ? Il y en a eu d'autres avant. Je m'exprime depuis très longtemps sur ce sujet. Bien sûr, mais pourquoi l'attentat de Nice ? Mais après l'attentat de Nice, j'ai assisté à une telle avalanche de discours politiques à gauche comme à droite qui m'ont paru totalement déconnectés de la réalité, que j'ai pensé qu'il était nécessaire d'écrire ce livre, d'abord pour décrire le danger qui menace pour moi le monde. Parce que vous y allez fort, vous parlez de Troisième Guerre mondiale, invasion sanglante de l'islamisme. Mais réfléchissez, le Pakistan est sur le point d'être déstabilisé, l'Afghanistan est sur le point d'être pris par les talibans, la Syrie, l'Irak, le Yémen, la Libye. Aujourd'hui, ce danger descend à travers le Sahel dans l'Afrique occidentale. Et on est en face de ce que j'appelle un totalitarisme, c'est-à-dire, comme le nazisme au XXe siècle, une idéologie que des gens veulent imposer par la force, avec même une tentation génocidaire, puisque ces gens veulent éradiquer les chrétiens d'Orient et les juifs de Palestine. Vous ressortez dans ce livre plusieurs propositions, et vous dites, notre droit, il a tout prévu. Et notamment, j'en prends un, l'article 4 du Code pénal, qui indique que toute personne en contact avec l'ennemi doit être emprisonnée. Mais avouez quand même que c'est assez large comme définition. Est-ce que c'est pas le risque de l'arbitraire ? Mais c'est beaucoup moins large que ce que veulent faire certains aujourd'hui à droite, qui veulent mettre dans des camps de rétention tous les gens qui sont suspects, les fameux fichiers S. Moi, ce que je veux, c'est que ces gens soient mis en prison, mais sur une décision du juge. Nous sommes battus pour construire un État de droit. Dans l'État de droit, personne ne peut être privé de sa liberté sans décision du juge. L'ennemi qui est en contact... Ça s'appelle l'intelligence avec l'ennemi. Il faut évidemment le prouver. Ça peut être très large. Il faut évidemment le prouver. Mais toute personne qui aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, cherche à établir des contacts avec l'État islamique, c'est bien quelqu'un qui constitue une menace et un danger pour notre pays. Et donc, plutôt que de mettre en rétention des milliers de gens sans aucun jugement et de façon arbitraire,
je dis qu'il y a des instruments dans le Code pénal français qui permettent de absolument, lutter contre le terrorisme, à condition d'avoir les juges en nombre suffisant. Est-ce que vous pensez que si vous êtes élu à l'Élysée en 2017, c'est là-dessus que les Français vous attendront en priorité, alors qu'ils placent plutôt l'emploi en priorité? Je pense que les Français nous attendent sur tous les sujets. Oui, d'accord, mais est-ce que c'est celui-là, puisque vous faites un livre dessus? La priorité absolue, c'est de redonner à la France un avenir. Pour redonner à la France un avenir, il faut que les Français aient du travail. Voilà, le travail, c'est la clé de la liberté, c'est la clé de l'épanouissement. Mais en même temps, vouloir effacer la lutte contre le terrorisme de l'agenda politique, ça n'a aucun sens, parce que, hélas, malheureusement, ce terrorisme va se rappeler à nous de façon extrêmement régulière. Et puis, si on ne lutte pas contre ce totalitarisme de façon mondiale, comme je le propose, ça veut dire qu'on va avoir à vivre pendant 10 ans ou 15 ans avec des régimes qui vont être des régimes qui vont menacer la paix du monde. Donc tout est important. C'est que l'islamisme, ou en tout cas le terrorisme, est dans l'agenda politique, notamment du Front National. Quand vous faites ça, est-ce que c'est aussi une façon de marcher sur les plates-bandes du Front National? Mais vous pouvez pas dire ça. Il est dans l'agenda des Français. C'est pas. Non, mais est-ce que c'est pas c'est le Front National. Non, mais c'est pas le Front National qui est le responsable des 220 morts qui viennent d'y avoir lieu dans notre pays. Il y a eu depuis le 1er janvier, je cite ça dans ce livre, depuis le 1er janvier 2016, il y a eu 550 attentats dans le monde revendiqués par ces totalitaires islamiques. Donc c'est une réalité qui s'impose à tout le monde. Ça n'est pas le Front National qui est responsable des 550 morts en France. Expliquez, parce que ça peut être ambigu. Mais non, parce que vous me dites c'est dans l'agenda du Front National. Oui. Donc parce que c'est dans l'agenda du Front National, il ne faudrait pas en parler. Mais attendez, c'est une réalité qui menace la paix du monde. Et d'ailleurs, les solutions du Front National ne tiennent pas la route un seul instant. Je trouve que dans ce livre, ce que j'essaye de démontrer, ce que je démontre, c'est que les hommes politiques français parlent tout le temps. Alors, ils parlent de solutions miraculeuses pour lutter contre le terrorisme. Ils ont simplement à agir en utilisant les moyens que nous donne le droit d'un pays qui a 200 ans d'expérience dans ces conflits. Lutter contre Daesh, c'est aussi en Syrie et en Irak. Et vous avez vu, la France est aux côtés des Américains dans une coalition. Il y a le Charles de Gaulle qui est en Méditerranée. Est-ce que vous soutenez cette alliance ? Je la soutiens, mais je trouve qu'elle est trop étroite et c'est une alliance qui, depuis 4 ans, échoue. Voilà, parce que la réalité, c'est que ça fait 4 ans que cette crise syrienne est le moteur de la prise de pouvoir du totalitarisme islamique dans le monde. Et depuis 4 ans, on continue d'attendre la chute du régime syrien qui devait intervenir dès le début. Trop étroite, quand vous dites trop étroite, ça veut dire que tant qu'on ne comprendra pas que pour éliminer ce danger-là, il faut rassembler tous ceux qui sont menacés par ce danger. Ça veut dire les Iraniens, ça veut dire les Russes, ça veut dire les Turcs, ça veut dire... Voilà, il faut que tout le monde soit dans la même coalition. Alors à propos des Russes, parce que eux, les Russes, pendant ce temps, ils bombardent Alep. Vous avez vu, désastre humanitaire, des hôpitaux détruits. Est-ce que vous soutenez, au vu de ces images, toujours la diplomatie de Vladimir Poutine ? Mais je n'ai jamais soutenu la diplomatie de Vladimir Poutine. Je dis que sans la Russie, nous ne pourrons pas régler le problème. Donc bien sûr que c'est épouvantable ce qui se passe à Alep et c'est un crime que je condamne. Comme d'ailleurs, moi, j'ai condamné, contrairement à la communauté médiatique, les crimes contre les chrétiens d'Orient qui sont passés totalement inaperçus. On a l'impression qu'il y a une sélectivité dans l'indignation. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui se passe ? On peut condamner la diplomatie de Poutine. Et après, est-ce qu'on a des solutions pour arrêter ce massacre ? Non. Donc si on n'en a pas, il faut se mettre autour d'une table. Mais là, il faudrait que les Russes arrêtent de bombarder quand même Alep. Oui, mais ça fait 4 ans que nous avons une attitude vis-à-vis de ce conflit syrien qui débouche sur une impasse. Donc on a laissé Poutine libre de tous ses mouvements. On a au fond démissionné par manque de vision. Et aujourd'hui, on est sans solution face à la situation à Alep. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va envoyer des soldats français faire la guerre à la Russie ? Voilà. Et quant à Poutine, c'est le président de la Russie. Et c'est pas le personnage Poutine qui m'intéresse, c'est la Russie. Je pense que la Russie, c'est un pays immense avec lequel il faut composer si on veut bâtir la paix durable en Europe. On va revenir aux préoccupations en France, puisque dans 15 jours aura lieu le premier débat de la primaire entre les 7 candidats dont vous demandez le programme. Cette primaire est une première pour la droite. On a demandé, nous, à quelques personnes ce qu'elles en pensent. Oui, bien sûr, je veux participer le dimanche 20 et 27 aux primaires de la droite. Non, pas aux primaires de la droite. Je pense que c'est très important en tant qu'étudiante et en tant que citoyenne. C'est dur pour l'instant pour quelqu'un qui partage ses valeurs de la droite de choisir. Je considère que c'est une vaste opération marketing.
Nicolas Sarkozy, c'est tout ce qu'on connaît, c'est le charisme, c'est le dynamisme. François Fillon, c'est beaucoup plus dirigé vers l'économie. Bruno Le Maire qui joue sur le renouveau. L'apaisement nécessaire, ce serait Alain Juppé. Nathalie Kosciusko-Morizet, la touche un peu plus féminine. Pour l'instant, je trouve qu'aucun candidat ne se distingue. François Fillon représente une qualité de la résilience et du courage. Il s'est trop laissé faire dans le gouvernement Sarkozy et maintenant ça enlève un peu de sa crédibilité. C'est un homme sérieux, honnête, qui a un excellent programme économique. J'ai pas lu ses programmes, j'ai pas lu ses bouquins, donc je vais pas m'avancer sur ce terrain-là. Il nous parle moins, en tout cas en tant que jeune. François Fillon est celui qui est parti le plus tôt et qui a eu en fait la méthode la plus structurée. Et du coup, il a un programme qui, à mon sens, est peut-être celui qui est le plus abouti. Vous voyez, François Fillon, vous êtes quelqu'un de sérieux, crédible, programme abouti, même si vous avez souffert, disent les Français. Mais il n'y a pas forcément d'élan vers vous. Qu'est-ce qui vous manque ? C'est pas à moi de répondre à cette question-là. Moi, vous savez peut-être, vous l'avez peut-être dit, je ne sais pas. Quel est mon objectif ? Mon objectif, c'est de redresser mon pays. Oui. Donc, je propose un programme pour redresser mon pays. D'accord, je ne fais pas de marketing. Je ne cherche pas à plaire aux uns ou aux autres. C'est sûr, c'est mais... bien ce qui me différencie dans cette campagne, c'est que je pense que le programme, d'ailleurs, c'est ce que disent au fond une bonne partie de ceux que vous avez interrogés, Absolument, c'est que le programme que je propose est le seul aujourd'hui qui soit suffisamment sérieux et complet pour donner aux Français une perspective, regardez, pour rendre les Français heureux. Pour qu'ils soient heureux, il faut qu'ils travaillent. On a pris des mesures dans votre programme, des mesures phares. 500 000 fonctionnaires en moins, retour aux 39 heures, fin de l'impôt de solidarité sur la fortune, et puis la retraite à 65 ans, définitivement. Alors, quand les Français voient ça, ils se disent on va payer sévère. Oui, on pourrait en prendre d'autres. On pourrait parler de l'allocation sociale unique, on pourrait parler de la façon dont je voudrais que tous les jeunes puissent avoir une formation et un emploi. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de donner la pression aux Français que d'accord, c'est la crise, mais c'est eux qui vont payer. Comme s'ils étaient responsables. Tant que nous ne dirons pas, vous, nous, enfin, tous ceux qui ont une responsabilité, on ne dira pas la vérité aux Français, on ne pourra pas redresser le pays. Voilà. On a 2200 milliards de dettes. Cette année, là, on passe les 98,5% de notre richesse nationale en dette. Et on pense que ça va continuer comme ça éternellement. Non, mais les Français vont payer. Mais les Français, ils vont payer de toute façon. Ou bien ils vont payer... Enfin, payer, ça veut dire quoi ? Le programme que je propose, ça veut dire le plein emploi. Parce que c'est ce que les Anglais ont fait, c'est ce que les Allemands ont fait. Ils sont au plein emploi. Et ce n'est pas des pays qui sont déprimés comme la France. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait ça. Les Britanniques, ils ont diminué de près d'1 million le nombre des emplois publics dans leur pays. Moyennant quoi, il n'y a plus de chômage en Angleterre. Il y a plus de pauvres. Voilà. Non, ça fait partie du discours français traditionnel. On dit il y a plus d'emplois, mais il y a plus de précarité. Ben oui, nous on a la précarité, on n'a pas les emplois. Nous on a 6 millions de gens au chômage, on a 2 millions de jeunes qui sont quasiment dans la rue. On a une pauvreté qui n'a cessé d'augmenter. On a plein de personnes qui sont au RSA, dans des contrats parking, dans des collectivités c'est mieux que locales, d'être à la etc. rue. Mais en Angleterre ou en Allemagne, ils travaillent. Et il y en a à la rue aussi. Non, il y en a beaucoup moins. Enfin, la pauvreté est moins importante en Allemagne aujourd'hui qu'en France, c'est une évidence. Et en plus, ce sont des pays qui ont réussi, enfin en tout cas pour l'Allemagne, à stabiliser sa situation financière. Donc ça veut dire qu'ils ne dépendent plus des marchés, des banquiers, de l'extérieur. Nous sommes un pays qui est en train de se vendre au monde entier. Qui est-ce qui possède la France aujourd'hui ? C'est le Qatar, c'est les fonds de pension américains qui possèdent une immense partie de l'économie française. Et on va laisser continuer ça simplement parce qu'on n'a pas le courage de dire aux Français qu'il faut faire des efforts, recréer un capitalisme français, réduire la dépense publique. Voilà. Comme tous les autres candidats à droite, et c'est normal, vous critiquez l'échec de François Hollande qui voulait inverser la courbe du chômage. Vous, quel est votre engagement ? C'est inverser, réduire le chômage de 50%. J'ai pris comme engagement, et pour moi c'est un engagement auquel je lie complètement la présidence. Votre élection, votre choix. Je considère que si je ne peux pas mettre en œuvre les mesures qui permettent d'atteindre le plein emploi, je n'ai aucune raison de rester président de la République. Donc le plein emploi pour vous ? Le plein emploi, c'est quoi ? C'est-à-dire 0% de chômage ? Non, ça n'a jamais été ça, le plein emploi. Le plein emploi, c'est, si je prends l'Allemagne ou l'Angleterre, c'est un taux de chômage qui est autour de 5%. Ouais. Moi, j'ai pris l'engagement, il faut qu'en 5 ans, le taux de chômage descende en dessous de 7%. Et je démontre dans mon programme que c'est tout à fait possible, que c'est simplement une question de volonté, de courage. Et ça ne demande pas des efforts considérables. Je vois vous parler des 39 heures, par exemple. Les 39 heures, c'est ce qu'on faisait il y a
quelques années seulement, jusqu'à l'an 2000. Est-ce que on vivait dans un pays extrêmement malheureux qui souffrait parce qu'on travaillait 39 heures? Voilà, on peut pas être le pays qui travaille le moins en Europe et celui qui dépense le plus. Une dernière question Il y a un moment où ça ne fonctionne plus. sur une réforme qui va être débattue. Vous êtes député, l'impôt à la source. Si vous êtes élu, vous gardez l'impôt à la source? Non, moi je ne le garde pas pour une raison simple, c'est qu'il y a trop d'impôts en France, ils sont à un niveau trop élevé, et l'impôt à la source conçu aujourd'hui, je ne dis pas qu'à terme, un jour, on ne peut pas mettre en place l'impôt à la source, mais il faut commencer par réformer la fiscalité, parce que c'est une manière, l'impôt à la source, de rendre indolore un impôt qui est déjà à des niveaux beaucoup trop élevés. Et qui pourrait augmenter sans qu'on le voie, c'est ça que vous voulez dire? Oui, parce que les Français vont absolument plus se rendre compte de l'importance du prélèvement. Donc vous abandonnez l'impôt à la source? Donc moi je veux abandonner l'impôt à la source, au moins pour le quinquennat. Vous donnez, et on le sent bien ce midi, un coup d'accélérateur, là, parce que ça arrive, l'élection, la primaire, c'est dans 2 mois. Cécile Cornudet, éditorialiste aux Échos, est avec nous pour parler avec vous aussi. Bonjour Cécile. Bonjour Francis. Avant de vous laisser la parole, je voudrais qu'on voit quelque chose, parce que vous savez que France 3 va consacrer une série de documentaires politiques, dont le premier sera diffusé demain, consacré à Alain Juppé. Vous, votre tour viendra, hein, ce sera le 23 octobre, avec un film d'Anna Cabana intitulé « La dernière course ». C'est peu de dire que l'hyper-omni-magni président Sarkozy a laissé peu de place à François Fillon. Sadomasochisme politique ? 5 ans durant, le chef de l'État a infligé petites et grandes humiliations à son Premier ministre. Ça a commencé très tôt, dès l'été 2007, et très fort, quand il a expliqué à des journalistes que François Fillon était son collaborateur. C'est quelqu'un qui croit à la rédemption par la douleur. C'est d'ailleurs, voilà, c'est souvent le sens de sa politique. Il pense qu'il faut souffrir pour être sauvé. Certaines personnes me disent « Ah, François Fillon a un côté réservé, peut-être pas froid, mais réservé. » Je dis « Écoutez, un homme qui aime l'alpinisme, le sport automobile et la corrida, ça peut pas être un homme froid, ça peut pas être un homme réservé. François Fillon, c'est le feu sous la glace. » J'aime le fait de se battre contre le chrono, j'aime l'atmosphère, voilà. C'est l'engagement total. Quand on court, on est totalement concentré. La moindre minute d'inattention peut se traduire par une catastrophe, y compris vitale. Donc on met tout en jeu et je pense que ça donne un sentiment d'exister extrêmement fort. S'il n'avait pas un petit grain de folie, voire plus, se serait-il lancé, à travers la primaire, dans la plus passionnelle des batailles, la présidentielle. Il nous l'a dit, ce sera sa dernière course. Mais probablement pas la dernière sur le circuit mythique des 24 heures du Mans, ça, on peut l'imaginer, Cécile. En tout cas, une course pour l'instant que vous ne menez pas en tête, puisque vous avez du mal. On n'en savait rien du tout. Mais ce sont les sondages, on va s'arrêter à ça pour l'instant. Et un certain ressenti. Justement, on est à 7 semaines du premier tour du scrutin. Quelle est votre stratégie en 7 semaines pour renverser la table? Oui, mais vous partez d'un postulat qui est faux, donc votre question, je ne peux pas y répondre. Vous parlez des sondages. Non, mais même vos propositions ont du mal à vivre dans le débat, par exemple. Non, elles ont du mal à vivre dans le débat parce que vous avez décidé, quand je dis vous, c'est naturellement pas vous, c'est le système médiatique, qu'il y aurait 2 candidats, qui sera M. Sarkozy et M. Juppé, et même certains ont décidé qu'il y aurait un premier tour de la présidentielle avec M. Sarkozy et M. Hollande. Voilà. Donc ça, le décor est planté, et progressivement, on voit bien que le système médiatique donne de plus en plus de place à ces candidats-là. Cela dit, pour vous, c'est une donnée. Donc c'est quoi votre stratégie pour bousculer les Français cette vont donnée? faire comme d'habitude, ils vont démentir cette stratégie. Donc moi, je laboure, je fais pas des coups, je change pas de stratégie. J'ai bâti mon programme avec les Français, je laboure, je suis tous les jours en province, je vois qu'il y a plus de monde dans mes réunions que dans celles de mes adversaires, je vois que j'ai plus de parlementaires qui me soutiennent que la plupart de mes adversaires. Les parlementaires, vous savez, ils rentrent chez eux le week-end. Et s'ils entendaient le week-end, qu'est-ce que tu fais avec François Fillon, qui est un candidat qui n'a aucune chance, il y a longtemps qu'il serait parti. Vous labourez, mais vous aimez bien aussi le ping-pong. On l'a vu avec Alain Juppé, vous lui dites que c'est de la tisane, il vous répond Fillon, c'est de la vodka. Est-ce que ça mène où ce débat? Non, enfin, ce sont des escarmouches légères. J'essaye d'éviter ce genre d'attitude. Donc si je l'ai blessé en parlant de tisane, je retire immédiatement la tisane. Et vous lui demandez de retirer la vodka, alors?
parle pas de vodka, j'ai trouvé que c'était un peu condescendant et puis que c'était pas à la hauteur de la gravité de la situation. Mais je respecte Alain Juppé. Simplement, je pense que son programme, et je le lui dis à chaque fois que j'en ai l'occasion, ne permettra pas de redresser le pays. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va recommencer comme avant. Les Français auront le sentiment qu'il y a des mesures qui sont des mesures positives, mais qui ne permettent pas de redresser le pays. Et donc la colère va continuer de monter. Et la colère, à un moment, elle débouche sur quelque chose qui peut ressembler à une révolution. Il y a un fait assez nouveau dans la campagne, en tout cas qui prend beaucoup d'ampleur, ce sont les affaires qui reviennent avec Big Malion notamment. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est à un tournant ? En tout cas, il y a un climat qui est un climat détestable, que j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de dénoncer. Je pense que les gouvernants devraient être irréprochables. On devrait d'ailleurs même pas avoir besoin de Vous avez eu dire. Cette phrase, oui, imaginez De Gaulle oui, mais bien mise sûr, en examen. je le redis, et surtout, dans le contexte actuel, difficile, où il faut faire des efforts pour redresser le pays. Vous les évoquiez tout à l'heure, même si je pense que en reprenant vous avez votre tendance programme à en exagérer la difficulté. Mais quand même, il faut faire des efforts. Comment est-ce qu'on peut demander des efforts aux Français si on n'est pas soi-même irréprochable? Voilà. Vouloir établir l'autorité de l'État. Mais est-ce que c'est un tournant dans la campagne des primaires, les révélations sur Big Malion? Ça dure depuis, malheureusement... Non, mais là, ça s'est accéléré. Est-ce qu'il y a quand même, pour parler des sondages, que Nicolas Sarkozy, sa dynamique est un petit peu cassée? Oui, mais comme je ne regarde pas les sondages, je ne suis pas sensible à cette question de dynamique. Il y a un choix stratégique qui est intéressant, en tout cas, c'est qu'Alain Juppé lorgne ouvertement en direction des électeurs de gauche, Nicolas Sarkozy de ceux du Front National. Et vous vous positionnez comment? Est-ce que vous voulez parler à l'un ou à l'autre, à tous? Est-ce qu'il y a des choses qui sont... Je veux parler aux Français. Est-ce que c'est gênant que Alain Juppé appelle au déçu de François Hollande? Non, mais enfin... Est-ce que vous appelez les socialistes à aller voter à la J'ai jamais primaire? accepté qu'on divise les Français en gauche, droite, peuple de gauche, peuple de droite. Ça n'a aucun sens. Donc les tout Français... le monde peut venir voter à la primaire. Mais évidemment, il y a une immense majorité de Français clairement, qui ont envie... Est-ce que vous appelez là les pays. socialistes à aller voter à la primaire? Mais qu'est-ce que c'est qu'un socialiste? Un déçu de Hollande, quelqu'un qui a voté François Hollande en 2012. C'est pas pareil. Un Français qui vote, c'est un Français. Une fois, il a voté socialiste, une autre fois, il aura voté à droite. Je demande aux Français de venir. Les militants socialistes, c'est pas à eux que je fais appel naturellement. Ils ont leurs convictions, ils sont engagés dans leur combat. Mais l'immense majorité des Français n'est ni socialiste, ni républicain, ni de droite. Il y a un ni Français qui ne votera pas pour vous, c'est Hervé Mariton, qui est pourtant proche de la Manif pour tous. Il rallie Alain Juppé. Est-ce que ça, c'est un coup dur? Coup dur, non, mais c'est un peu étrange que Hervé Mariton, qui est le plus libéral des candidats et qui trouvait que sur le mariage pour tous, mes propositions étaient insuffisantes et faibles, rallie Alain Juppé, qui fait exactement le contraire de ce que Mariton propose. Pourquoi quoi. Voilà, peut-être qu'il y a des candidats qui sont très influencés justement par les sondages. À propos de la Manif pour tous, Sens commun, son organisation, prépare une manifestation pour la mi-octobre. C'est votre électorat, un gros soutien. Est-ce que vous y serez à cette manifestation? Non, j'ai toujours dit que je ne participais à aucune manifestation. Ils peuvent mal le prendre, du coup? Non, mais ils me connaissent, ils savent. Moi, je n'ai pas cherché à séduire les uns ou les autres. J'ai une position. Je considère qu'on ne reviendra pas sur le principe du mariage pour tous parce qu'on ne reviendra pas sur la reconnaissance de l'amour homosexuel. Mais j'ai toujours dit qu'il fallait réformer la filiation pour tenir compte de cette évolution. Et je continuerai à avancer dans ce sens. Et pourquoi je ne vais pas aux manifestations? C'est parce que je pense que les hommes politiques doivent être dans l'action, ils ne doivent pas être dans la protestation. Mariton y était allé, c'est pour ça. Nicolas Sarkozy prépare déjà son second tour, essaye d'obtenir des ralliements. Il aurait chez vous, paraît-il, Bruno Retailleau, le président LR du groupe au Sénat. Est-ce que vous sentez ce marché qui est fait dans vos troupes? Non, mais je souris tellement cette perspective me paraît invraisemblable. Et justement, il y a Bruno Le Maire qui dit « Je ne rallierai ni Alain Juppé, ni Nicolas Sarkozy ». Est-ce que vous pourriez dire quelque chose comme ça? Comme je serai au second tour, cette question ne se posera pas dans ces termes-là, Madame Cornudet. Sauf que tout le monde est au second tour. Tout le monde se va au second tour. À un moment, il y en a qui n'y seront pas. Quand même. Certainement, mais vous verrez que je serai au second tour. C'est Nicolas Sarkozy qui n'y sera pas? J'en sais rien. Je vous dis que je serai au second tour. D'accord. Merci Cécile d'être venue dans Dimanche en politique. On en parle. Dans quelques jours, le gouvernement doit dévoiler un plan pour le maintien de l'usine Alstom à Belfort et de réorganisation de tout le groupe Alstom. Est-ce qu'il faut, ça c'est une des pistes, obliger la SNCF et la RATP à commander leurs trains chez Alstom? Bon, d'abord, vous savez qu'il y a aussi des usines françaises Bombardier en France qui construisent des trains, donc il ne faut pas avantager certains ouvriers français ou certaines usines françaises par rapport à d'autres. Si on peut augmenter les volumes de commandes, ce que fait notamment Valérie Pécresse avec
les commandes de trains régionaux, enfin de trains de trains RATP. régionaux pour la RATP, c'est évidemment très utile. Ce qu'il faut, c'est mais en taxant quand même au passage les péages, en oui, prenant bien sur sûr. les péages. Enfin, c'est pas forcément la meilleure méthode. Non, mais quand on voit la façon dont vivent beaucoup de Franciliens, je pense qu'elle a parfaitement raison de conduire cette bataille. Donc, augmenter les commandes, oui. Mais après, la question fondamentale, c'est pourquoi Alstom se porte mal. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de commandes de train? Oui, sûrement. Mais c'est surtout parce qu'on travaille 220 heures de moins en France qu'en Allemagne. C'est surtout parce que en France, les investissements sont taxés, le capital est taxé à 70%. Mais pas de raison de faire une exception pour Alstom. Non, mais essayez de comprendre ce que je veux dire. Oui, j'ai bien compris. L'industrie se casse la figure. Aujourd'hui, Alstom, là, les gens... L'industrie se casse la figure. Et à chaque fois qu'il y a une crise, on voit des hommes politiques qui tapent du poing sur la table en disant « je vais obliger Alstom à pas fermer son usine ». Est-ce qu'ils se sont posé la question de savoir si c'est pas la politique qui conduit l'industrie française à quitter le territoire? Voilà, c'est ça que je veux dire. Les Jeux Olympiques à Paris en 2024, est-ce que vous soutenez la candidature de Paris? Oui, j'ai donné mon soutien à cette candidature. Vous soutiendrez Anne Hidalgo? Je soutiens Anne Hidalgo, je soutiens les élus parisiens, je soutiens Jean-François Lamour, qui a été très engagé dans cette candidature et qui m'a convaincu de le suivre. Ce sera pas raté comme la dernière fois, en 2012? C'était à Londres. Qu'est-ce qui avait manqué? Qu'est-ce qui était... Les JO qui n'étaient pas allés à Paris. Je pense que notre candidature n'était pas sans doute suffisamment bien préparée. Et puis, voilà, il y a dans les décisions des comités olympiques, il y a parfois des raisonnements qui ne sont pas toujours totalement objectifs, si vous comprenez. Qui sont quoi, politiques, financiers? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de tractations, voilà. Mais quoi, politique ou financière? Les deux. Pour terminer, votre instantané, puisqu'on demande maintenant à nos invités de nous envoyer une photo. Et vous êtes allé au salon de l'auto à Paris, c'est bien vous qui avez pris la photo. Absolument. Alors c'est quoi ça? C'est le prototype Renault, c'est ce qu'on appelle un concept car Renault électrique, qui s'appelle le Trésor, je crois. Pourquoi est-ce que je l'ai choisi? C'est parce que on va vivre une révolution incroyable dans le domaine des transports et notamment dans l'automobile dans les 10 ans qui viennent. C'est-à-dire que l'automobile va être électrique, elle va être connectée, elle va être autonome. Donc c'est un changement radical qui va vous voyez bien dans cette voiture-là, vous? Enfin, c'est pas tellement que je me vois bien, parce que je préfère plutôt pour l'instant encore les voitures avec des vrais moteurs. Mais ce que je veux dire, ça me ramène au débat et à mon projet. Est-ce que la France va être au cœur de cette révolution, ou est-ce que, comme on a vu partir le téléphone portable, les ordinateurs, etc., on va être dominé par des Apple ou des Carlos Chinois? Ghosn lui dit que Renault peut être le premier groupe. Oui, à condition qu'il y ait les ingénieurs formés, qu'il y ait les salariés formés, qu'il y ait les investisseurs français formés. Et en rachetant Mitsubishi. Donc ça nous ramène à la question de la libération de l'économie française. Si on veut être toujours présent dans cette révolution-là, il faut que l'économie française soit plus moderne et plus libre. Merci François Fillon d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique, à retrouver sur l'application France Info et sur le compte Twitter de l'émission. Tout de suite, Catherine Matoche prend ma place pour l'actualité de la mi-journée.